Привет, это Навальный. Я же говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма, и вы еще не представляете, насколько. C'est l'une des armes favorites de la Russie depuis plus d'un siècle. Il y a une stratégie délibérée, c'est faire peur, impressionner. Ricine, polonium, novichok, voici comment la Russie utilise le poison pour intimider, menacer et éliminer ses adversaires dans le monde entier. Ça fait partie d'une sorte de culture. Il n'y a pas un autre service de renseignement sur la planète qui a ce goût pour les poisons. Nous sommes en Russie au lendemain de la révolution bolchevique de 1917. Lénine, le premier président de l'Union soviétique, crée en 1921 la Caméra, un laboratoire au poison. Lénine va être fasciné par cette idée qu'on peut utiliser des poisons pour se débarrasser d'adversaires, et Dieu sait que la Russie soviétique va en avoir beaucoup, des ennemis de la révolution, des ennemis du peuple, comment on va les appeler. 3 ans plus tard, il va mourir. Staline va réorganiser ce laboratoire, il va rendre systématique l'étude, la création de ces poisons. Sous Staline, des tests sont menés sur des cobayes humains dans ce cabinet rebaptisé Laboratoire numéro 1. Les ennemis de la révolution et les rivaux politiques sont la cible des agents soviétiques. Si vous voulez, l'âge d'or, si on peut parler ainsi pour un laboratoire des poisons, il va avoir lieu à la fin des années 30 et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'époque soviétique. À la mort de Staline, ce laboratoire des poisons est rebaptisé Laboratoire numéro 12. Et en 1978, il est intégré au KGB, les services secrets soviétiques. Cette année-là à Londres, l'écrivain et dissident bulgare Georgi Markov attend le bus sur le pont de Waterloo pour se rendre à la BBC. Alors que le bus est à l'approche, soudain, Markov ressent une piqûre au niveau de la cuisse. Il vient d'être victime d'un empoisonnement à l'aide d'un parapluie. Vous aviez en fait un système fixé sur ce parapluie permettant donc une sorte de seringue avec de la ricine dedans. Quelques heures plus tard, l'écrivain est pris de fièvre et de vomissements. À l'hôpital, son cœur s'emballe et ses reins cessent de fonctionner. Markov meurt 4 jours après son empoisonnement. C'est l'opération la plus connue, mais il y a évidemment énormément d'autres cas d'empoisonnement. Ça fait partie d'une sorte de culture. Pour l'époque soviétique, on a estimé qu'il y avait au minimum 40 000 personnes qui travaillaient dans ces structures-là, dans ces laboratoires. Les estimations les plus pessimistes des Occidentaux, ils étaient en deçà de la réalité, en fait. En 1991, l'Union soviétique disparaît pour laisser place à la communauté des États indépendants et à la Fédération de Russie. Dans la Loubianka, le bâtiment qui abritait autrefois le KGB, siège désormais son héritier, le FSB, dirigé un temps par Vladimir Poutine. Dans un livre paru au début des années 2000, l'ancien agent du FSB Alexandre Litvinenko accuse la Russie d'avoir réactivé le laboratoire numéro 12. En 2004, l'Ukraine connaît sa révolution orange, une série de manifestations pro-européennes suite aux résultats de l'élection présidentielle. Pendant la campagne, le candidat pro-européen Viktor Yushchenko est victime d'un empoisonnement qui provoque d'importantes lésions sur son visage. On pense qu'il a été empoisonné à la dioxine. On n'a pas les preuves absolues, mais c'est quasiment certain que les Russes sont derrière cette opération. 2 ans plus tard, c'est au tour d'Alexandre Litvinenko d'être victime d'un empoisonnement. Alexandre Litvinenko, ex-lieutenant-colonel du FSB, est devenu lanceur d'alerte et informateur pour le MI6, les services secrets britanniques. Le 1er novembre 2006, il rencontre 2 anciennes connaissances du FSB dans un hôtel londonien. 2 heures après avoir bu une tasse de thé, il tombe gravement malade. Admis à l'hôpital, il perd ses cheveux et ses reins et sa moelle osseuse se détériorent rapidement. Le 23 novembre, Alexandre Litvinenko meurt des suites d'une intoxication au polonium 210, une substance radioactive très rare et très difficile à détecter. C'est comme si Litvinenko avait été à 2 reprises au cœur de la centrale de Tchernobyl. C'est un peu l'équivalent de la dose de radiation qu'il a reçue. Voilà, donc c'est une souffrance inimaginable pour les personnes qui en sont victimes. The Russian state was probably involved in the murder of Mr. Litvinenko is deeply disturbing. It goes without saying,
that this was a blatant and unacceptable breach of the most fundamental tenets of international law and of civilized behavior. Il y a le message qu'on envoie. C'est une sorte de carte de visite, hein, évidemment. C'est donc, en gros, de dire voilà ce qui va vous arriver si vous continuez à dire du mal de nous, donc le pouvoir russe. Et c'est aussi pour punir ce qu'on appelle les traîtres. Sur un banc public de cette petite ville du sud de l'Angleterre, l'ancien agent double Sergei Skripal et sa fille perdent connaissance. On dirait que ce sont des drogués qui sont en train de faire une overdose, en fait. L'ancien espion russe et sa fille sont victimes d'un empoisonnement au Novichok, une arme chimique qui s'attaque au système nerveux. On va apprendre beaucoup de choses sur ces opérations grâce à des défecteurs, grâce à des transfuges. Le plus connu, au début des années 90, c'est un biochimiste qui a travaillé sur un poison dont on va entendre parler à partir des années 2000, le Novichok. C'est un type qui s'appelle Mirzayanov. It was developed in Russia and tested everything and weaponized only in Russia. It's a monopoly of Russia. Grâce à lui, on va pouvoir plus tard comprendre quel a été le poison, par exemple, qui a empoisonné les Skripal en 2018. Transportés à l'hôpital dans un état critique, Sergei Skripal et sa fille sont finalement sauvés. Les autorités britanniques suspectent 2 ressortissants russes ayant séjourné à Salisbury le jour de l'empoisonnement. I can today tell the House that based on a body of intelligence, the government has concluded that the 2 individuals named by the police and CPS are officers from the Russian Military Intelligence Service, also known as the GRU. C'était aussi un message à tous les anciens transfuges qui se trouvent aujourd'hui en Occident. Et quand ils ont entendu parler de cette affaire, ils devaient forcément se dire ça pourrait très bien être moi. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие предатель Родины. Alors qu'il voyage en avion entre la Sibérie et Moscou, Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, tombe gravement malade. Après un atterrissage en urgence, il est conduit à l'hôpital et plongé dans le coma. Quelques semaines plus tard, Navalny sort de l'hôpital. Plusieurs analyses sanguines confirment la présence de Novichok dans son sang. Pour prouver la tentative d'assassinat, il piège l'un de ses empoisonneurs au téléphone en se faisant passer pour un supérieur. Так, и что, какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Обработку делали. Что тогда конкретно делали? Объясните. Замывали, обрабатывали растворами. Чтобы не это, там, как сказать, обрабатывали. Чтобы не было следов, там ничего такого. Понимаете, если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Так. Il y a une stratégie délibérée, encore une fois aussi, c'est faire peur, impressionner. Ça fait partie d'une sorte de package, quoi. C'est à la fois un message, c'est à la fois un moyen de faire souffrir quelqu'un, d'éliminer un adversaire. Et on sait très bien que ce sont les Russes parce qu'ils ont cette réputation, bien sûr. Il n'y a pas, à ma connaissance, un autre service de renseignement sur la planète qui a ce goût pour les poisons, si je puis dire. Alexei Navalny est décédé le 16 février 2024 dans un centre pénitentiaire du Cercle polaire arctique alors qu'il purgeait une peine de 19 ans de prison. À l'heure où je vous parle, les conditions de sa mort sont encore floues. Selon les services pénitentiaires russes, Alexei Navalny serait mort après avoir eu un malaise en rentrant d'une promenade. Sa veuve, Yulia Navalnaya, accuse Vladimir Poutine d'avoir tué son mari et de retenir son corps pour masquer les preuves. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Et selon le média en exil russe Sota, Alexei Navalny aurait été empoisonné lentement depuis août dernier. Ces accusations ont été démenties par le Kremlin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, c'est super important pour nous. Pour prolonger sur le sujet, je vous mets les liens vers d'autres vidéos qui parlent de la Russie, le naufrage du Kursk et l'espionne russe Anna Chapman. Un dernier mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser ce format. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.